Bonsoir et merci à tous les trois pour votre invitation. Je suis ravi d'être ici. Et donc je vais vous parler, alors comme Michel l'a dit, je suis spécialiste des 13 colonies, c'est-à-dire des colonies britanniques, enfin anglaises d'abord, puis britanniques après 1707, l'acte d'union avec l'Écosse, qui sont devenues les États-Unis en 1776. Et donc je vais vous parler ce que j'appelle dans mon livre qui sortira chez Flammarion en septembre, le tournant esclavagiste des années 1680. Parce qu'à la fin du XVIIe siècle, il y a donc un tournant où les colonies, les planteurs des colonies continentales se tournent vers l'esclavage. Et on va essayer de savoir pourquoi. Et je vous propose en fait de voir tout ça en trois parties. D'abord l'origine de la traite au XVIe siècle, rapidement. Ensuite le XVIIe siècle, la traite, puis justement ce tournant esclavagiste des années 1680. Alors, donc, pour que tout soit clair d'une manière, d'un point de vue géographique, donc vous voyez là les 13 colonies fondatrices, et vous les voyez par rapport au reste des États-Unis. Et je vais surtout parler des colonies qui vont de la Virginie jusqu'à la Géorgie. Alors, je vais passer rapidement et je reviendrai. Voilà. Donc, au XVIe siècle, les Anglais se mettent à la traite, mais dirons-nous timidement. Il y a quelques voyages, quelques expéditions organisées par un marchand qui vient du West Country, donc du sud-ouest de l'Angleterre, qui s'appelle John Hawkins, qui est un corsaire, un gentleman et un négrier. Et en fait, l'objectif, c'est pour ce qu'on appelle en Angleterre le commerce de Guinée, the Guinea trade, c'est surtout de l'or et de l'ivoire, mais aussi occasionnellement des esclaves que les Anglais pillent sur volent sur des négriers portugais en général. Et ils les transportent aux Antilles et les vendent aux Espagnols. Ça, c'est dans les années 1560. La dernière expédition en 1568 se termine par un désastre sur les côtes de Nouvelle-Espagne, donc du Mexique actuel, et les Anglais arrêtent. En fait, il n'y a plus d'expédition négrière. Il faut attendre plus tard. Il y a quelques expéditions au XVIIe siècle, mais c'est surtout le début de la traite anglaise puis britannique. C'est au moment de la restauration des Stuarts, donc en 1661. The Company of Royal Adventurers Trading to Africa, qu'on appelle souvent The Royal African Company. Elle obtient sa charte, c'est une compagnie à monopole, comme on faisait au XVIIe siècle, avec des investisseurs qui sont des courtisans au départ, puis des marchands. Vous voyez donc deux dates, 1661 c'est la première charte, 1672 il y a une nouvelle charte, et la différence c'est que le financement passe des courtisans à des marchands londoniens. Le roi lui-même, à l'époque, avant 1685, Jacques, le duc d'Orc, le frère du roi, est nommé, en fait, si vous voulez, à la tête de la compagnie. Il investit 3000 livres sterling, donc il est très impliqué dans cette compagnie. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il s'octroie un monopole de 1000 ans pour la traite. Et donc, les Anglais, c'est cette compagnie qui est chargée d'envoyer des esclaves dans les colonies britanniques, surtout aux Antilles, et il y a un certain nombre est fixé chaque année, plusieurs milliers. Une espèce de quota que la compagnie n'arrive jamais à atteindre, en fait. Alors, la révolution de 1688 renverse Jacques II, donc, qui était devenu entre-temps en 1685 roi d'Angleterre, et donc la compagnie vivote, son monopole est menacé, son existence même, et jusqu'à l'Africa Trade Act de 1698, qui est très important parce que elle perd son monopole par loi du Parlement. Et c'est très important pour l'organisation de la traite anglaise, parce que les ports, alors non seulement des marchands vont pouvoir
se lancer dans la traite, puisqu'il y a perte du monopole. La compagnie, de Royal African Company, va survivre, mais jusqu'en 1712 seulement. Et il y a aussi une redistribution géographique de la traite en Angleterre, puisque c'est les ports, Londres va perdre son monopole, et c'est d'abord Bristol et ensuite Liverpool qui vont devenir les grands ports négriers d'Angleterre. Alors, les Anglais sont très actifs dans la traite négrière, surtout au XVIIIe siècle. La grande période, c'est 1680 à peu près, jusqu'à 1807. Donc, un long XVIIIe siècle. Alors, d'ailleurs, pendant cette période, on estime que les Britanniques déportent 3 millions d'esclaves, donc de, disons, 1680 à 1807. Alors, où s'approvisionnent les Britanniques? Alors, vous voyez donc les chiffres, principalement dans la baie du Biafra, puisque c'est presque un tiers de leurs esclaves sont achetés dans cette région. Puis, dans l'Afrique centre-occidentale, la Côte de l'Or, la Sierra Leone, le golfe du Bénin, la Sénégambie, et enfin l'Afrique orientale. Si on place géographiquement ces zones, vous voyez la Sénégambie, donc entre la Sénégal et Gambie, ensuite la Gold Coast, la Côte de l'Or, le Bénin, le Biafra, et puis West Central Africa en anglais, et enfin l'Afrique orientale, le Mozambique, et occasionnellement Madagascar. Alors vous retrouvez ces mêmes zones avec le flot de négrier, et vous voyez tout de suite, ce qui apparaît clairement sur cette carte, c'est l'importance du marché antillais au regard du marché nord-américain. Puisqu'on estime, je reviendrai sur les chiffres, mais on estime que le marché nord-américain, c'est-à-dire les colonies continentales, ne représentent que 5 ou 6% du marché négrier. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les planteurs dans les colonies continentales, c'est-à-dire principalement Virginie et Caroline du Sud, exprimaient des choix quant aux esclaves qu'ils voulaient importer. Alors je vous cite un planteur qui était d'origine huguenote d'ailleurs, Henry Lawrence, mais qui s'écrit comme Laurent avec un S à la fin, qui était un grand marchand négrier de Charleston en Caroline du Sud. Et il écrit en 1756, donc au milieu du XVIIIe siècle, je cite, « Les esclaves de Gambie et de la Côte de l'Or sont les préférés des planteurs, et ces derniers souhaitent qu'aucun ne vînt de Calabar, c'est-à-dire le vieux Calabar le Vieux, c'est-à-dire la baie du Biafra. » Et en fait, dès qu'ils le peuvent, les planteurs passent commande pour un certain type d'esclaves. Alors, selon les critères de sexe, des hommes plutôt que des femmes, d'âge, entre 18 et 25 ans, de taille, de force physique, bien sûr, des critères d'agilité et de négritude, le plus noir possible, en fait, et d'expertise dans tel ou tel domaine. Ça, c'est très important pour la Caroline du Sud, où on importait des esclaves experts en riziculture. Et alors, les groupes, ce qu'on dirait les nations, ou les groupes ethniques, pour employer un américanisme, parmi les esclaves, il y avait des clichés qui circulaient sur tel ou tel groupe. Par exemple, les esclaves de la Côte de l'Or avaient la réputation d'être irascibles, mais courageux et loyaux. Les esclaves de la région de Ouida, qui était un des grands forts négriers des Anglais, avec Cape Cod Castle aussi, qui était sur la côte des esclaves, étaient perçus comme durs à la tâche, compétents et dociles, et c'étaient les plus prisés. A l'inverse, les Ibo, qui venaient du Niger, d'État du Niger, étaient les moins désirés, car on les considérait maladifs, mélancoliques, superstitieux et enclins au suicide. Et ils avaient la réputation d'essayer de fuir.
davantage que les autres esclaves. Mais on s'aperçoit en fait que ces souhaits, ces désirs de la part des planteurs avaient peu d'influence, ont eu peu d'influence sur le flot des esclaves. Alors, dans quelle région partaient ces esclaves dans l'Empire britannique? Alors, ce qui apparaît tout de suite, c'est la prédominance de la Jamaïque. La Jamaïque, île d'abord espagnole, conquise par les Anglais, par l'amiral Penn en 1655, et se développe en fait au XVIIIe siècle. C'est la Jamaïque, bien sûr, pour la production de sucre et la grande concurrente de Saint-Domingue, chez les Français. Donc 41%, presque la moitié des esclaves déportés sur des négriers britanniques partent pour la Jamaïque. Puis la Barbade, qui est souvent une île dont l'impact est sous-estimé. Mais la Barbade, il faut savoir que c'est la première colonie anglaise dans les Antilles. Elle est développée dans les années 1620 et elle devient un modèle, notamment pour la Caroline du Sud et pour la Géorgie à la fin du XVIIe siècle. C'est une île qui joue un rôle clé dans la construction de l'Empire britannique. Mais comme elle est toute petite et elle est colonisée assez tôt, son sol est rapidement épuisé et en fait elle est dominée par la Jamaïque, qui est une île beaucoup plus grande dans l'historiographie des Antilles britanniques. Ensuite, les îles sous le vent, il y a un chapelet de petites îles, Nevis, Montserrat. Montserrat qui avait la particularité d'être peuplée pratiquement par des Irlandais. Antigua et Saint Kitts. Saint Kitts est une île qui était à moitié française et à moitié britannique. Saint Kitts et Saint Christophe, mais du côté anglais. Donc 20%. Et vous voyez, ensuite on passe au continent. Ce qu'on appelle de Chesapeake, qui est le nom de la baie, c'est la colonie de Virginie et de Maryland. Vous voyez, 5%. Et ce qu'on appelle le Low Country, il y a le plat pays, c'est les régions rizicoles qui vont du nord de la Géorgie jusqu'au nord de la Caroline du Sud. Alors, revenons d'abord, si vous voulez bien, sur quelques cartes pour voir de quoi exactement on parle. Alors, là, vous avez un gros plan sur les colonies du Sud. Alors, donc, il y avait 13 colonies enfin, en fait, il y avait 15 colonies si on compte Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse, anciennement l'Acadie. Sinon, il y avait 13 colonies avant la guerre de 7 ans, les 13 colonies qui deviendront les États-Unis. Et celles qui sont au sud, c'est Maryland, Virginie, Caroline du Nord, Caroline du Sud et Géorgie. Alors, parmi ces colonies, il faut distinguer la Virginie et le Maryland où on produit du tabac et on va importer beaucoup d'esclaves. La Caroline du Nord où il y a peu d'esclaves en fait, parce que ce n'est pas une colonie de plantation, c'est une colonie de fermiers au peuplement très épars. Et la Caroline du Sud, avec son grand port négrier, Charleston. Il y a un historien américain d'ailleurs qui disait que une des îles au large de Charleston, qui s'appelle Sullivan's Island, et l'Ellis Island des Noirs américains. Parce qu'en fait, Ellis Island, bien sûr en allusion à l'île, au centre de tri pour les immigrés créé à la toute fin du 19e siècle, dans la baie de New York. Sullivan's Island, c'est 40% des arrivées des Noirs aux États-Unis jusqu'à la Révolution. Et puis, la Géorgie, qui est une colonie, comme j'y reviendrai, qui est une colonie un peu particulière, puisqu'on avait interdit l'esclavage pendant les 20 premières années de son existence, et ensuite s'est mise à l'esclavage. Donc il y avait beaucoup de retard, pour ainsi dire, par rapport aux autres colonies. En plus, la Géorgie a été fondée en 1732, donc très tardivement, si vous comparez à la Virginie, fondée en 1607, donc c'est plus d'un siècle plus tard, avec la ville de Savannah, mais qui avait beaucoup moins d'importance que Charleston en termes d'importation d'esclaves. Alors,
les historiens américains ont fait une distinction entre les sociétés à esclaves, en anglais Society with Slaves, et les sociétés esclavagistes, en anglais Slave Society. L'idée dans cette distinction est que dans une société à esclaves, il y a des Noirs, peut-être pas tous esclaves d'ailleurs, je reviendrai là-dessus, mais l'esclavage n'est pas un des rouages centraux du développement économique. Il est marginal à l'économie de la colonie. Alors que Slave Society, une société esclavagiste, à l'inverse, l'esclavage est un point central de l'économie de la colonie. Et il y a donc, l'esclavage est codifié dans une Slave Society, alors qu'il ne l'est pas dans une société à esclaves. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les colonies, même celles du Nord, sauf peut-être le New Hampshire, celle qui est plus au nord, mais jusqu'au Massachusetts, toutes les colonies britanniques sont au XVIIe siècle des sociétés à esclaves. La dichotomie nord-sud à laquelle on est habitué depuis disons, les années 1830 et bien sûr avec la guerre de sécession, elle est inopérante pour le XVIIIe siècle et a fortiori pour le XVIIe. Dans toutes les colonies britanniques, il y a des Noirs, l'esclavage est codifié. Par exemple, un des plus grands ports négriers, non pas celui où arrivent les esclaves, mais là où on arme le plus grand nombre de navires négriers, c'est à Newport. Et Newport se trouve dans le Rhode Island, en Nouvelle-Angleterre. Bien, donc j'insiste sur le fait que effectivement toutes les colonies au XVIIe sont des sociétés à esclaves, mais elles ne deviennent pas toutes des sociétés esclavagistes. Et c'est ça justement ce sur quoi je veux m'attarder maintenant, c'est ce tournant des années 1780 où seule la Virginie, le Maryland, la Caroline du Sud et la Géorgie, donc ces 4 colonies, vont devenir des sociétés, véritablement des sociétés esclavagistes. Alors, quand on parle quand on voit d'un point de vue chronologique pour la Virginie, on met en exergue la date de 1619, qui correspond à l'arrivée des premiers esclaves africains en Virginie. Et souvent dans les livres, on trouve que l'esclavage a commencé en Virginie en 1619. Bon, ce n'est pas le cas pour plusieurs raisons. Alors, premièrement, ces esclaves avaient été apportés acheminés par des négriers hollandais, parce qu'au XVIIe siècle, c'est les Hollandais qui contrôlent la traite. La Virginie est un marché très marginal, géographiquement marginal, mais aussi les planteurs n'ont peu de moyens et achètent peu d'esclaves. Donc, il y a une vingtaine d'esclaves qui sont amenés par ces marchands hollandais en 1619, mais en plus, on n'est même pas sûr qu'une fois en Virginie, une fois débarqués, ils fussent des esclaves, en fait. Parce que l'esclavage n'est pas encore codifié en Virginie. Donc, on ne sait pas s'ils étaient des esclaves ou, si leur statut était d'esclaves ou de ce qu'on appelait des engagés. Parce que, à l'époque, sur les plantations de tabac, la grande main-d'œuvre, c'est les engagés, qui sont des gens très jeunes, moins de 22 ans, vraiment entre 16 et 22, plutôt des hommes, beaucoup d'Irlandais, qui s'engagent pour entre 5 et 7 ans, et qui servent donc des planteurs de tabac. Il y en a presque 100 000 qui arrivent en Virginie, au Maryland, au XVIIe siècle. C'est énorme, c'est ça la main-d'œuvre. La main-d'œuvre presque servile d'une certaine manière, parce que durant leur contrat, ils ne peuvent pas se marier, ils n'ont pas de terre, ils ont très peu de droits. S'ils sont irlandais, ils sont méprisés par leur maître anglais, comme vous pouvez l'imaginer. Ils sont très durement traités. L'engagement dans les colonies britanniques était beaucoup plus dur, beaucoup plus sévère qu'en Nouvelle-France ou dans les Antilles françaises, où là on les appelait 36 mois, comme vous savez, parce qu'ils servaient que 3 ans.
Alors, au XVIIe siècle, il y a quelques Noirs en Virginie. Alors vous voyez, la première récolte de tabac c'est de 1612, et ça va être la culture d'exportation pour la Virginie et le Maryland, c'est-à-dire toute la région. Alors, en 1680, en Virginie et au Maryland, à peu près 3000 Noirs, probablement tous esclaves, probablement presque tous esclaves, pardon, parce qu'au XVIIe, il y a des Noirs libres dans les colonies britanniques. Et vous voyez 9% dans le Maryland. Et regardez ces chiffres. 1680-1700, on passe en pourcentage de 7 à 28 et en chiffres bruts de 3000 à 16 000. Hein, pour le Maryland, de 1600 à 3200. Donc on double pour le Maryland et on multiplie par 5 en Virginie. Ensuite, vous voyez la progression. 26 000, 60 000, 1760, 140 000, 42% de la population de Virginie est noire. 32% pour celle du Maryland. Et si vous voyez pour la Caroline du Sud et la Géorgie, ce qu'on appelle le Lower South, bon, alors la Géorgie, comme elle est, rappelez-vous, elle est fondée en 1732, mais pendant les 20 premières années, l'esclavage est interdit. Donc les premiers chiffres n'apparaissent que dans les années 1750. Vous voyez la Caroline du Sud. La particularité de la Caroline du Sud, c'est qu'elle est fondée au moment de ce tournant esclavagiste, puisqu'elle est fondée dans les années 1660, mais elle se développe économiquement. Il y a toujours une période de 10-20 ans avant qu'une colonie produise assez pour exporter. Donc, que 200 esclaves en 1680, 3000 en 1700, 1720, 12 000, ça représente 64% de la population. L'historien américain dont je vous parlais, qui a dit que Sullivan's Island était l'Ellis Island des Noirs américains, il a un livre qu'il a intitulé Black Majority, la majorité noire. Parce que dans le premier recensement de 1708 de Caroline du Sud, il y a plus de Noirs que de Blancs, déjà. Donc en 1720, 64%, et puis après ça se stabilise dans les 2 tiers. Ça, c'est ce que les historiens appellent des pourcentages antillais. Hein, parce qu'on dit toujours que la Caroline du Sud est la plus antillaise des colonies britanniques du continent. Hein, the most West Indian colony. C'est pas simplement la forte présence d'esclaves, mais aussi la cuisine, enfin la gastronomie, l'architecture. Charleston est une ville qui rappelle beaucoup Bridgetown à la Barbade. Hein. Géorgie, vous voyez 20%, bon, en 1750, parce que la colonie est très peu peuplée à ce moment-là, mais tout de suite, on passe à 15 000 en 20 ans, avec 45%, et ça se stabilise à peu près à 45% de la population. Alors, si on compare avec d'autres colonies, New York, à l'époque, qui est la colonie du Nord qui a le plus d'esclaves, a une proportion d'esclaves, une proportion de Noirs dans la population de 13% à peu près. Si vous comparez à le Massachusetts, on est dans des chiffres qui tournent autour de 5%. Hein. Donc à comparer avec la Caroline du Sud, 64%. Alors, revenons et terminons à ce tournant des années 1680. Bon, avant peut-être regardons pour toutes les colonies. Vous voyez, 1680 on est à 5%, 1700, 11%, 1720, 15%, et après on se stabilise à 20% au moment de la Révolution américaine. Alors, jusqu'aux années 1680, les planteurs de la Chesapeake, Maryland et Virginie, soit choisissent, soit ne peuvent pas faire autrement. Hein, ça, il faut regarder vraiment les registres dans le détail, et aussi toute autre source, comme les lettres de planteurs vers leur famille à Londres. Ils préfèrent acheter des engagés. Hein.
C'est clair. Bon, les toutes dernières recherches montrent, par des historiens américains qui ont réétudié la question dans le détail, montrent qu'en fait que probablement les planteurs auraient eu les moyens d'acheter des esclaves et auraient souhaité acheter des esclaves dès les années 1630-1640, mais c'est l'approvisionnement qui manquait. Hein, pas assez de navires qui apportaient des esclaves parce que la Virginie est dans une position géographique marginale par rapport aux Antilles. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais jusqu'aux années 1700, la plupart des esclaves viennent des Antilles, sont redistribués à partir des Antilles. Et souvent, c'est des esclaves qui n'avaient pas été vendus dans les Antilles et qui sont ensuite qu'on essaye de vendre ensuite en Virginie ou au Maryland. Alors, manque d'approvisionnement, c'est-à-dire manque d'esclaves, il n'y a pas assez de navires négriers qui viennent dans la région. Première raison. Deuxième raison, il y a beaucoup d'engagés qui émigrent. Les conditions en Angleterre sont favorables à l'émigration. Donc énormément d'engagés partent vers la Virginie et le Maryland. Autre problème, en Virginie, il n'y a pas de port, il n'y a pas de grand port qui pourrait jouer le rôle d'un port négrier. Il n'y a pas de ville en Virginie à cette époque. Alors d'abord c'est Jamestown, la première capitale, toute petite ville. Ensuite vous avez Williamsburg, ça reste un bourg en fait. Il faut attendre en fait les années 1840, enfin 1820 pour voir des villes apparaître comme Baltimore au Maryland et puis Richmond, qui sera d'ailleurs la capitale de la Confédération sudiste pendant la guerre de sécession. Mais avant, au XVIIIe siècle, il n'y a pas de ville. Donc, l'absence de port fait que les négriers doivent vendre leurs esclaves directement aux planteurs. D'ailleurs, c'est comme ça que se faisait le commerce du tabac. En l'absence de port, c'est sur les pontons des plantations qu'on vendait le tabac. Je vous donne un exemple. En 1720, à peu près, un négrier de Bristol qui a à bord 150 esclaves, qui est déjà en soi un petit nombre, a vendu ses esclaves à 65 planteurs différents. Après des semaines de négociations, soit une moyenne de moins de 3 esclaves par planteur. Donc c'est pas profitable pour parler en termes économiques. Et c'est compliqué en plus de vendre des esclaves en Virginie. Alors les choses changent dans les années 1680. Grosso modo, bien sûr, comme tout changement en histoire, ça prend plusieurs décennies. Mais alors quels sont les facteurs qui changent? Premièrement, il y a un tarissement de l'émigration blanche à partir de Londres, de Bristol et des ports de l'ouest de l'Angleterre. La Virginie et le Maryland n'attirent plus les engagés. Mauvaise réputation des colonies à cause des maladies, du dur traitement. Il y a un accroissement, il y a une embellie économique en Angleterre qui font que les apprentis restent, en fait, parce que souvent les engagés c'était des apprentis qui ne trouvaient rien à Londres ou ailleurs et qui partaient pour les colonies. Ensuite, vous avez la Royal African Company, qui est donc fondée en 1660, mais qui obtient une nouvelle charte en 1672, comme on a vu, et cette compagnie réussit petit à petit à approvisionner, parce qu'elle cible les Antilles, mais aussi la Virginie et le Maryland dans ses exportations. Donc il y a tout d'un coup, progressivement, il y a un accès aux esclaves, en fait, pour les planteurs virginiens, qui fait baisser les coûts parce que enfin ils sont approvisionnés. Alors, ça c'est pour la Virginie et le Maryland. La Caroline du Sud se trouve dans une autre situation, parce que la Caroline du Sud, elle, donc, est fondée en 1600. Encore une fois, il y a toujours un décalage. Elle a sa première charte en 1663, mais elle est une colonie avec une population stable
et une capacité d'exportation, en l'occurrence le riz, qu'à partir des années 1690. Donc parce qu'il faut savoir que le tournant esclavagiste dans les colonies se produit dans les années 1680-1690, mais c'est aussi lié au cycle économique de chaque colonie. Et la Caroline du Sud, en 1690, parce qu'elle produit du riz, les planteurs s'enrichissent, parce que les planteurs sont passés de l'élevage et de la traite des pelleteries avec les Amérindiens à la riziculture dans les années 1690. Or, le tabac et le riz se produisent de manière très différente. Une fois les terres, par exemple, pour le riz, il faut des terres marécageuses qui coûtent cher à mettre en valeur, et il faut un grand nombre d'esclaves, en fait. La riziculture appelle l'esclavage. Et d'ailleurs, les deux choses sont liées. Ils ont pu se mettre, les Caroliniens, les planteurs de Caroline ont pu se mettre à la riziculture précisément parce qu'ils pouvaient à ce moment-là importer l'esclavage, des esclaves, pardon. Si la Caroline avait été fondée dans les années 1620, elle ne se serait pas mise à la riziculture, probablement pas. Quant à la Géorgie, donc alors pour revenir à la Caroline du Sud, elle devient très vite, comme on a vu, une colonie, disons, d'un profil antillais. Pour la Géorgie est une colonie un peu particulière parce qu'elle avait été fondée par des philanthropes, dirons-nous, pour simplifier, qui voulaient créer une utopie. Ils voulaient que la Géorgie soit un modèle de société. Donc pas d'alcool. Des gens qu'on envoyait, qu'on libérait des prisons, qui avaient été emprisonnés pour dette à Londres, on les libérait et on les envoyait en Géorgie. Et donc, on avait prohibé, interdit l'esclavage. Parce qu'il y avait toute une rhétorique dans les fondateurs de la Géorgie où il fallait qu'ils montrent la société blanche en exemple aux Amérindiens. Donc, il ne fallait pas d'esclaves. Entre autres, pas d'alcool ni d'esclaves. Et ce projet s'écroule au bout de 20 ans. En fait, il y avait des administrateurs qui dirigeaient la Géorgie, on les appelait les trustees, et ils avaient une charte, mais une charte provisoire. Elle expirait au bout de 20 ans, parce que les autorités britanniques se sont mordus les doigts, en fait, pour ainsi dire, d'avoir, de manière si libérale, créé des colonies avec des chartes, soit par exemple un homme comme William Penn, à qui on a donné la Pennsylvanie, ou des aristocrates à qui on a donné la Géorgie. Et après, quand les autorités britanniques ont voulu reprendre ces colonies, c'était des batailles légales, des batailles juridiques à n'en plus finir. Donc pour la Géorgie, ils ont décidé, on va octroyer une charte, mais provisoire. D'accord ? En fait, au bout de 20 ans, une fois que la charte expire, Londres prend en main la Géorgie et autorise l'esclavage. Parce qu'il y a une pression terrible des planteurs de Géorgie qui veulent émuler la Caroline du Sud. La Caroline du Sud, c'est la colonie voisine, c'est celle qui réussit, parce qu'il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, la Caroline du Sud, c'est la colonie la plus riche de l'Empire britannique. Charleston, c'est la ville la plus riche en 1750. Beaucoup plus riche que Boston ou New York. Et donc, en Géorgie, on veut faire du riz aussi, on a envie de cette richesse, et petit à petit, la Géorgie se met à l'esclavage. Alors, pour terminer, une vue d'une plantation de tabac de Virginie. Alors, comme vous le savez, les vues de plantation sont toujours idylliques et toujours très fausses. Quand on regarde très fausses, relativement fausses. Quand on regarde des illustrations de plantations de sucre, on a l'impression que c'est le paradis. Chacun va qu'à ses occupations dans un ordre et tout va bien. On voit, elle dépeigne jamais la brutalité, la violence, bien sûr, de l'esclavage, parce qu'il faut penser que c'est une forme de publicité, c'est pour attirer des investissements. Donc voilà, des colons et des investissements. Donc voilà une vue de la plantation d'une plantation de tabac où tout se passe très bien. Vous remarquez bien sûr le symbole de la dinde, ou du coq d'Inde, comme on disait à l'époque, et des palmiers qui, bien sûr, n'existent pas en Caroline du Sud. En Virginie, je vous l'assure, il n'y a pas de palmiers en Virginie. Il y en a en Caroline,
mais pas en Virginie. On les met là parce que ça fait penser, bien sûr, aux Antilles. Voilà, alors, pour terminer, revenons peut-être au moment de la Révolution. Au moment de la Révolution, à peu près 20% de la population des 13 colonies est d'origine africaine, et sur ces 98% de ces Noirs sont esclaves. Parce que toutes les colonies à ce moment-là ont des codes noirs bien établis. D'abord, en général, remaniés, durcis tout au long du XVIIIe siècle. Voilà. Je vous remercie. Alors, vous posez des questions maintenant ou après, oui, je ne sais pas. Comme vous voulez. Non, non, pas du tout. Au contraire. C'est-à-dire que globalement, vous fasseriez la transition entre les sociétés à esclaves et les sociétés esclavagistes à cette époque-là précisément, ou est-ce que c'est plus vague? Oui, alors, je dirais globalement pour les colonies britanniques, les années 1680. Mais après, il faut voir pour chaque colonie, bien sûr. Parce que, comme je disais, ça dépend aussi du cycle propre, cycle de développement économique propre à chaque colonie. Mais pour l'Amérique britannique, il est évident que si toutes les colonies sont des sociétés à esclaves, à des degrés divers, bien sûr. Dans le nord, c'est plutôt un esclavage urbain, à Philadelphie, New York, Boston, alors que dans le sud, c'est plutôt un esclavage de plantation. Il y a quand même une césure dans les années 1680, où là, on voit en fait que la Caroline du Sud, la Virginie, le Maryland et New York, ne pas oublier New York, deviennent des sociétés esclavagistes. Alors que les autres restent des sociétés à esclaves. Mais il faut bien faire attention quand même à ne pas oublier que même dans les colonies du Nord, l'émancipation, les lois d'émancipation des esclaves apparaissent assez tardivement. Il y a encore des esclaves dans le New Jersey, par exemple, dans les années 1820, à New York également. Il y a une très longue évolution du système, en fait. Donc, la dichotomie à laquelle on est habitué, un sud esclavagiste qui produit du coton et un nord où les Noirs sont libres, ça, c'est une image réelle, mais elle n'apparaît pas avant 1840. En fait. Donc, bien après notre période. Quand apparaît la culture du coton, justement, alors, dans le sud des 13 colonies? Alors, effectivement, au 17e, 18e, c'est du riz en Caroline et du tabac en Virginie et dans le Maryland, et en Géorgie, du riz également. Dans les années 1790, on invente ce qu'on appelle le cotton gin, la machine une égreneuse, dirons-nous, pour le coton, qui va rendre profitable la culture du coton dans le sud. Et ça va donner, ça va relancer l'esclavage d'une certaine manière. Parce que je pense que des gens comme Jefferson et Washington, enfin, sans vouloir être trop naïf, j'ai tendance à les croire. Quand ils disaient que, bon, bah, finalement, ils allaient probablement émanciper leurs esclaves. Mais donc, beaucoup de planteurs dans le sud auraient pu faire la même chose dans les années 1790. Mais avec le développement du coton, donc dans les années 1790 et après 1810, là, à ce moment-là, ça va relancer l'esclavage, mais dans certaines régions seulement. C'est là où on pourra produire du coton. Et donc, pendant la première moitié du 19e siècle, le coton est la première exportation américaine. Hein. Ça, c'est souvent, on l'oublie. C'est ce qu'exportent les États-Unis, c'est du coton principalement. Il y a eu une migration quand même pour la création des Carolines, justement, venant de la Barbade, aussi, donc des gens qui venaient déjà avec des planteurs qui venaient déjà avec un savoir-faire et puis un intérêt aussi de l'expansion, j'imagine. Tout à fait.
La Caroline du Sud et la Barbade ont été très liées, disons, jusqu'aux années 1710, quoi, de la fondation 1660 jusqu'aux années 1710. D'ailleurs, cet auteur, là, Peter Wood, hein, qui a écrit Black Majority, il a l'expression de colony of a colony, la colonie d'une colonie. La Caroline étant la colonie de la Barbade. Et effectivement, les Barbadiens arrivent avec leurs esclaves et avec l'habitude de l'esclavage en tant qu'institution. D'ailleurs, le premier code noir de Caroline du Sud est directement inspiré du code noir de Barbadien. Et les dates d'ailleurs correspondent. Le code noir dans les Antilles françaises, c'est 1685, justement l'année de la révocation. Le code noir barbadien, c'est 1688, qui est le premier dans l'Empire britannique. Et le code noir de Caroline du Sud, qui est le second, c'est 1691, c'est juste quelques années après. Donc effectivement, des liens très étroits entre la Barbade et la Caroline du Sud. Vous avez évoqué au XVIIe siècle la présence du noir libre dans les colonies britanniques. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, on sait peu de choses sur eux, parce qu'ils sont peu nombreux. Alors, c'est les colonies continentales. Hein. Donc, effectivement, de toute façon, ce serait la période avant 1680. Pour les colonies méridionales, c'est juste la Virginie et le Maryland. Et donc, il y avait quelques Noirs qui vivaient complètement librement. Soit ils avaient été émancipés, affranchis par leur maître, soit ils avaient fait intenté des procès à leur maître, ce qu'on appelait les freedom suits, les procès pour liberté. Il y en a quelques-uns au XVIIe. Mais ils sont assez peu nombreux, et ils ont leurs terres, sont des planteurs, et certains eux-mêmes ont des esclaves. Hein. Donc ils sont complètement intégrés dans la société. Mais ça, c'est... D'ailleurs, ils sont peu nombreux, et c'est sur 30 ans, à peine. Disons de 1630 à 1660. Bon, un peu plus de 40 ans, peut-être. Mais ça reste marginal, mais... parce que la main-d'œuvre, elle est blanche, à l'époque. Oui, bien sûr. Et la population d'origine des Indiens, on n'avait pas du tout, sur les qui étaient rejetés. Alors là, c'est une toute autre question, mais c'est quand même lié à l'esclavage, parce que j'en ai pas parlé, puisqu'on s'intéressait à l'esclavage d'origine africaine, des esclaves d'origine africaine, mais il y a eu beaucoup d'esclaves amérindiens dans les colonies britanniques, surtout la Caroline du Sud. Mais c'est un sujet encore peu étudié, parce qu'ils sont difficiles à trouver dans les sources. Mais on sait maintenant que probablement ils étaient beaucoup plus nombreux qu'on l'a souvent estimé. En Caroline du Sud, mais c'est surtout la Caroline du Sud, il y en avait en Virginie aussi, mais c'est surtout la Caroline du Sud, où, disons, dans les années 17, le pic est probablement atteint dans les années 1710, où peut-être 20% des esclaves sont d'origine amérindienne. Mais on considère qu'ils ne sont pas de grands travailleurs, et surtout ils peuvent fuir assez facilement. Ils connaissent le terrain, dirons-nous, et donc en fait très vite on les exporte. Et il y a un marché d'exportation d'esclaves amérindiens à partir de la Caroline du Sud vers la Virginie, vers la Nouvelle-Angleterre et vers les Antilles. Et aux Antilles, on les échange contre des esclaves d'origine africaine. Donc oui, il y a eu un esclavage amérindien qui devait être assez important, mais difficile à cerner dans les sources, et qui en fait, le centre, c'était la Caroline du Sud. Merci. De rien. D'autres questions ne vont pas se les poser. On va écouter maintenant le professeur Henner, qui Michel vous a présenté, donc un grand spécialiste de l'Empire hollandais, pour le dire rapidement. Merci de Hollandais, non pas hollandais. cette introduction. Pour l'agrandir. Je vais le faire. Je vais le faire, pardon. Donc là, hop. Parfait. Eh bien, je me remercie pour l'invitation et
j'annonce tout de suite que j'ai un problème linguistique. Et la langue française, c'est pas ma langue natale. Et de vous adresser en français, disons, c'est un défi. Ce que j'ai fait un texte en anglais, une langue devant laquelle je me sens un peu plus à l'aise. On considère comme sous-titre. Et si vous ne réussissez pas à comprendre, vous me faites signe. Hein. J'ai essayé de parler français, il y a le texte en anglais, et s'il y a un problème de compréhension, vous me le dites. Bon, voilà l'Empire néerlandais en Atlantique, parce qu'il y a une autre partie de l'Empire en Asie, en Indonésie. Vous voyez les Pays-Bas et aussi la forteresse sur la côte d'Afrique. Un parti du Brésil portugais était occupé pour environ 30 ans par les Néerlandais. Il y a quelques colonies à plantation dans le nord de l'Amérique du Sud, à côté de la Guyane française, le Suriname et qu'est-ce qu'on appelle maintenant la Guyane anglaise. C'était une ancienne colonie néerlandaise, 3 colonies en effet. Il y a aussi 6 petites îles aux Caraïbes, Curaçao, Bonaire, Aruba, et un peu plus au nord, Saba, Saint-Eustache et la moitié de l'île Saint-Martin, partagée avec les Français. Et dans le nord, vous voyez la nouvelle Pays-Bas, parce que la colonie au Brésil s'appelle Nouvelle-Hollande. Dans le nord, Nouvelle Pays-Bas, aussi occupée environ pour 50 années, un peu plus long, et perdue à les Anglais après la Deuxième Guerre entre les Pays-Bas et l'Angleterre au XVIIe siècle. Voilà l'Empire néerlandais à l'Atlantique. Et maintenant, j'ai un choix. J'ai pensé sur ça. Quoi faire? Vous présenter une sorte de compte-rendu de l'histoire de la traite et de l'esclavage dans les colonies néerlandaises sur l'Atlantique, ou plutôt vous présenter 3 grands complexes de problèmes qui sont toujours à résoudre et de voir qu'est-ce que l'histoire de l'esclavage et de la traite néerlandaise peut apporter à la réponse à ces 3 grands problèmes. Le premier problème sera l'adaptation de l'esclavage au Nouveau Monde. Pourquoi des esclaves dans le Nouveau Monde colonial? Première question à répondre. Deuxième question qui reste toujours chez nous, qui est très bien recherchée, mais il n'y a pas vraiment des réponses positives sur ça. Pourquoi il y a une diminution des esclaves dans les zones tropiques du Nouveau Monde, les Antilles, le nord du Brésil, et pourquoi il y a une croissance démographique normale, actuellement très forte, dans l'Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada, s'il y a des esclaves au Canada. Voilà. Deuxième complexe. Troisième complexe, l'abolition, l'esclavage et la question qui a aboli la traite et l'esclavage. Vous connaissez peut-être déjà un peu le débat, c'était l'humanisme des abolitionnistes, ou c'est l'économie, ou c'est les esclaves eux-mêmes qui ont aboli par leur résistance, par leur révolte et tout ça. Voilà les 3 complexes que je vous présente. Mais peut-être avant, la prochaine, ça veut dire... Ah, non, ça marche. Un petit mot sur les Pays-Bas. Vous connaissez déjà peut-être un petit l'histoire. Ce n'est pas vraiment un État moderne, c'était un État du Moyen-Âge avec 7 provinces indépendantes. Quand on parle des Pays-Bas, on parle surtout d'État d'Hollande, le plus important avec les grandes villes. Et les États d'Hollande sont constitués
par l'élite des grandes villes. L'élite, c'est les grands bourgeois commerciaux, hein, ce sont les grands commerçants. La plupart du commerce des Pays-Bas est avec les autres pays de l'Europe. Ça, c'est le commencement, et ça, c'est le commerce mère, on dit en néerlandais, des Pays-Bas. Quand il y a 10 bateaux, 10 vaisseaux qui quittent un port néerlandais, 7 faisaient leur voyage en Europe, 2 sur l'Atlantique, 1 sur l'Asie. Hein, ça, c'est environ la dimension. Pour organiser le commerce avec l'Asie, les Pays-Bas, les commerçants ensemble avec l'État, enfin l'État était les commerçants, hein, voilà. Mais c'est un ensemble qui ont créé cette compagnie des Indes orientales, commencement du XVIIe siècle, et c'est vraiment devenu un grand succès au XVIIe siècle et peut-être aussi au commencement du XVIIIe siècle. Après ça, c'est devenu plus difficile et jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, juste avant l'occupation française, cette compagnie était faillite. Mais c'était un succès en avant au XVIIe siècle. C'était en effet la plus grande entreprise du monde avec 40 000 personnes employées, marins, soldats, sur les comptoirs en Asie, sur la Cape de Bonne-Espérance qui aussi compte. C'est vraiment un succès au XVIIe siècle, rien contre. Et on a créé une compagnie pareille pour l'Atlantique, la Compagnie des Indes occidentales. Et ça, c'est un désastre. Cette formule d'une compagnie à monopole pour l'Asie va marcher, le monopole jamais brisé, jamais. Mais pour l'Atlantique, les conditions sont tout à fait différentes. On a besoin d'un bateau, d'un vaisseau, un peu d'argent pour aller à l'Afrique. On a besoin des mêmes choses pour aller aux Antilles ou l'Amérique du Nord. On n'a pas besoin des grandes superstructures qui coûtent cher avec des dépôts aux Pays-Bas, etc. Ça veut dire, et je reviens là-dessus, cette compagnie des Indes occidentales, c'était vraiment fausse, jamais marché. Les Anglais n'ont jamais fondé, seulement cette compagnie que M. Van Rumbeck l'a parlé, The Royal African Company, pour 30 ans ont eu un monopole, après ça c'est aboli. Pour la France, Colbert a aussi essayé de fonder des compagnies qui, pour l'Atlantique, sont vraiment pas de succès. Voilà. Le petit mot sur la structure commerciale des Pays-Bas. Voilà. Qu'est-ce que l'histoire de la traite néerlandaise et l'esclavage néerlandais peut apporter à la question pourquoi on a adopté l'esclavage au Nouveau Monde? Il y a une grande question avant à laquelle je ne peux pas répondre, mais la grande question en avant, pourquoi il n'y a pas l'esclavage en Europe? Ça, c'est quelque chose, j'y ai pensé beaucoup. Il y a aussi des auteurs qui ont écrit sur ça, mais c'est très difficile à comprendre. Il y a l'esclavage partout dans le monde. Mais dans l'Europe, surtout dans l'Europe de l'Ouest, après, disons, le Haut Moyen-Âge, l'esclavage est disparu. Et ça pose un problème quand il y a des grands territoires sans, disons, sans beaucoup de gens, comme en Europe après la guerre de 30 ans, et surtout dans le Nouveau Monde, parce que bien sûr, il y a des gens au Nouveau Monde, les Amérindiens, mais comme vous le savez, les pathogènes venant de l'Europe et de l'Afrique ont vraiment diminué cette population originale du Nouveau Monde par la moitié, peut-être un peu plus. Dans certaines régions, aux Caraïbes, après un siècle de pénétration européenne, ce n'est que 10% qui sont restés.
Et on n'avait pas la possibilité d'envoyer des esclaves européens, de forcer les gens en Europe d'aller là-bas. Pourquoi? Je ne sais pas. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez peut-être l'histoire. Les Ibériques ont commencé avec cette expansion européenne vers le Nouveau Monde. Ils ont choisi les endroits les plus peuplés. Hein, ils ont choisi à coloniser le Mexique, le Brésil, tout ça. Mais ils ont découvert que vraiment les Amérindiens ne répondent pas à leurs demandes pour le travail. Mais dans la péninsule ibérique, il y a une situation différente. L'esclavage est resté. Pas l'esclavage des Portugais, des Espagnols, mais au commencement, avec cette lutte contre les musulmans, ce sont l'esclavage des Arabes. Et l'esclavage des Ibériques dans l'Afrique du Nord. Avant, c'est connu. Dans le flux de temps, on a commencé à acheter des esclaves noirs, des Arabes de l'Afrique du Nord, du Maghreb, et commencement 5e siècle, les Portugais ont commencé eux-mêmes d'acheter des esclaves dans le côte d'Afrique au-dessus de Sahara. Ça veut dire l'institution de l'esclavage est restée au péninsule ibérique et s'est continuée dans leurs colonies au Nouveau Monde. Ça, je comprends. Voilà. Entre commencement XVIIe siècle, les autres Européens, ça veut dire les Français, les Anglais, les Néerlandais. Ils ont conquis des parties du Nouveau Monde et ils n'ont pas les moyens de le peupler parce que ce n'est pas possible de... Mais heureusement, on peut dire en France, en Angleterre et aussi aux Pays-Bas, il y a une institution qui les Ibériques n'ont pas développée et mon collègue a déjà parlé, les engagés. Et en effet, c'est plus bon marché d'envoyer des engagés que des esclaves chers de l'Afrique qui sont à acheter des Ibériques, parce qu'ils sont les seuls qui ont une entrée en Afrique. Voilà, ça veut dire, au commencement, il n'y a pas des esclaves, ni aux Caraïbes, ni dans l'Amérique du Nord, dans les colonies de la France, de l'Angleterre et des Pays-Bas au commencement. Voilà. Mais encore un grand problème, dans les années 40 du XVIIe siècle, l'offre des engagés s'arrête pour des raisons qui sont déjà expliquées. Enfin, les récits venant de Caraïbes, aussi de l'Amérique du Nord, mais surtout des Caraïbes, revient en Europe que, enfin, ça semble un paradis avec le soleil et la mer bleue, mais en réalité, c'est terrible. Hein, les engagés sont forcés de travailler beaucoup. Il n'y a vraiment pas de logement. Vous connaissez le contrat. Hein, on signe surtout les croix parce que les gens ne savent pas écrire. On vient à l'autre côté de l'océan Atlantique pour 7 ans, pour 5 ans, enfin en France peut-être 3 ans je pense. On obtient le passage gratuit et on travaille pour un employeur pour cette période pour la nourriture et le logement. Après, on obtient un petit pièce de terrain pour devenir indépendant, où on peut retourner, et on obtient aussi de nouveaux vêtements et quelques choses pour faire l'agriculture. Voilà, ça c'est le contrat. Et dans les années
40 du XVIIe siècle, l'offre s'arrête soudainement. Ça continue un petit peu vers l'Amérique du Nord, vers les années 80-90, parce que l'échange vers l'esclavage ne commence, comme nous vient de comprendre, dans l'Amérique du Nord que dans le fin du XVIIe siècle, mais aux Caraïbes, c'est déjà les années 40, dans les colonies anglaises. C'est difficile à voir parce qu'il y a aussi dans les années 40 et 50 un flux des engagés forcés, les prisonniers de guerre civile en Angleterre. Mais quand cette flux s'arrêtait, il n'y a pas vraiment une offre suffisante des engagés. Et voilà quoi faire. La solution dans la littérature, c'est toujours les Pays-Bas. Et pourquoi les Pays-Bas? On ne comprend pas comment c'est arrangé, mais s'il y a un problème, ce sont toujours les Pays-Bas comme Deus ex machina qui va offrir la solution. Pourquoi? Les Pays-Bas n'ont pas conquis un grand parti des Caraïbes, mais ils ont conquis une autre colonie, une colonie des Portugais. Dans le nord du Brésil, ils ont conquis la capitanie à Pernambuco, avec la capitale Recife. À l'époque, parce que c'était possible, parce que cette grande compagnie des Indes occidentales a eu beaucoup d'argent enfin, ils ont gagné beaucoup par la piraterie et ils ont investi, ils ont conquis la flotta d'Espagne en 28 venant de Cuba avec toutes ses richesses. Ça veut dire ça a donné à cette compagnie la possibilité d'envoyer une armée vers le Brésil portugais, de conquérir cette capitanie et cette Provence dans le nord. Et voilà toute une colonie déjà installée avec des plantations, des habitations, avec des moulins à sucre, avec des esclaves, avec des colons portugais qui sont restés, les moradores. Hein. Et les Hollandais ont exploité cette colonie, ils ont compris comment faire le sucre. Et quand il y a un manque de main-d'œuvre aux Antilles anglaises, aux Antilles françaises, on a pensé, voilà, ce sont les Hollandais, les Néerlandais qui ont transporté cette formule esclavage, moulin, canne à sucre vers les Caraïbes, aussi parce que jusqu'à ce moment, cette colonie d'Angleterre et de la France et des Pays-Bas n'ont produit que de tabac. Et dans les années 40, 50, il y a une forte production de tabac en Virginie, avec une qualité bien supérieure. Ça veut dire les colons dans les colonies anglaises, françaises, néerlandaises ont vraiment besoin de notre produit. Voilà, fin de la production du sucre sur la colonisation des Néerlandais au Brésil, parce que les Portugais ont reconquis leur colonie dans les années 50. Voilà un nouvel Brésil, un second Brésil aux Caraïbes, avec les colonies anglaises, françaises, approvisionnées par les esclaves, avec les esclaves par les Néerlandais. Ça, c'est l'histoire qu'on le connaît. Voilà. Mais j'ai mes doutes. Première observation, cette colonie conquise au Brésil par les Néerlandais était faillite parce que les Néerlandais, cette compagnie des Indes occidentales, ont approvisionné les colons portugais avec des esclaves sous crédit. Hein, les esclaves africains étaient très chers, ça veut dire les planteurs, et ça reste aussi jusqu'à la fin de l'esclavage, de la traite. Les planteurs ont toujours acheté des esclaves sous crédit en espérant que les esclaves, en travaillant, gagnent leur prix. Après, hein, ça veut dire ça prend 2, 3, 4 années afin de payer un esclave. Ça veut dire la Compagnie des Indes occidentales a investi dans cette colonie conquise, dans ces colons colonnés, et ils ont révolté, ils n'ont jamais payé
Ça veut dire le Compagnie des Indes occidentales était presque faillite. Aussi, on a vraiment essayé de retenir cette colonie, envoyer une armée de 10 000 Allemands, hein, pas des Néerlandais, mais des Allemands scandinaves, nord de la France, enfin, vers Brésil afin d'essuyer, de retenir cette colonie. On a perdu. Vraiment, cette colonie de l'Inde occidentale était faillite. C'était c'est pas probable du tout qu'ils ont vendu tellement des esclaves dans les îles anglaises et dans les îles françaises. Deuxième argument, vous connaissez la loi protectionniste d'Angleterre et de la France de Colbert. Voilà, the Navigation Law 51 a défendu les Hollandais d'entrer dans les colonies anglaises. Il y a une révolte, surtout des planteurs de la Barbade, parce qu'ils ont aimé leur contact avec les Néerlandais. On a une révolte à la Martinique aussi, quand Colbert a fait la même chose, bien sûr. Mais, à mon avis, ces lois sont jamais promulguées s'il n'y a pas une chance que le commerce maritime, la flotte maritime d'Angleterre et la flotte maritime de la France ont eu la possibilité d'approvisionner leurs colons eux-mêmes. Bien sûr, on a eu des difficultés, surtout dans les îles françaises, mais les îles françaises, quand les Hollandais ne sont pas admis encore, mais dans les îles françaises, la transition vers le sucre était un peu plus tard. Ça veut dire, dans les années 50, l'augmentation des numéros des esclaves, surtout sur les îles britanniques, c'est pas fait par les Hollandais, mais on a à cette époque déjà une flotte de négriers anglais qui ont fait ça. La même chose pour les îles anglaises. Vers les années 70-80, la plupart des esclaves vendus sur la Guadeloupe, la Martinique, sont transportés par des bâtiments français. Voilà la conclusion, à mon avis, pour le premier complexe. Cet rôle de Deus ex machina des Hollandais dans cette transition de travail libre vers travail des esclaves aux Caraïbes dans les années 50-60 était exagéré. Bon, prochain complexe des questions, la démographie. Comme vous le savez, il y a une grande différence entre la démographie des esclaves aux Caraïbes et la démographie aux esclaves dans l'Amérique du Nord. Quand on regarde toute la traite, on parle de 11 millions des esclaves qui sont transportés. 40% des esclaves sont transportés environ vers le Brésil pendant cette période de 3 à 4 siècles, environ 44 vers la Caraïbe, environ 7-8% l'Amérique du Nord et la reste pour l'Amérique espagnole. Et quand on regarde la présence des Noirs au Nouveau Monde vers 1800, on trouve que 30% des Noirs se trouvent dans l'Amérique du Nord, avec seulement, et que les millions, et que la situation aux Caraïbes est bien inférieure, le numéro des esclaves, en comparaison avec le numéro transporté pendant des siècles. Ça veut dire qu'il y a un déclin naturel pour les esclaves aux Caraïbes, une croissance, forte croissance des esclaves démographiques en Amérique du Nord. Et pourquoi? Il y a deux solutions. C'est soit la fécondité, soit la mortalité. Et jusqu'au présent, on a toujours insisté sur la fécondité. On a
comparer les registres des habitations aux Caraïbes avec les registres des petites plantations aux États-Unis, l'Amérique du Nord, et ont trouvé que, et ça, enfin, il y a beaucoup de débats, hein, que le commencement de menarche, de la menstruation, c'est plus tard aux Caraïbes que dans l'Amérique du Nord, et que le fin des périodes de fertilité pour les femmes était plutôt aux Caraïbes que dans l'Amérique du Nord. Et aussi, on a découvert que la période entre les naissances aux Caraïbes est plus longue que en Amérique du Nord. Voilà. Est-ce que ça peut expliquer vraiment cette différence énorme avec un taux de mortalité plus haut que le numéro de naissances? Ici, je vous donne la date pour le commencement du 19e siècle. Ça veut dire déjà après le fin de la traite, et vous voyez un peu de différence. Le Trinidad avec un taux de mortalité 1,5 plus haut que le taux de natalité, et pour le Suriname un peu plus haut encore, pour le Jamaïque un peu plus bas. Voilà, une autre explication qui comporte aussi sur la mortalité, c'est la production. Dans le nord, c'est surtout le riz, et dans le 19e, le coton. Aux Caraïbes, c'est le sucre. Et c'est un travail dur, hein? Couper la canne. Et vous connaissez peut-être un peu ces moulins, cette usine, on appelle. Ce sont des installations dangereuses. On travaille aussi pendant la récolte, presque nuit et jour. Et quand on regarde les naissances dans des plantations à sucre aux Caraïbes, à comparaison avec les plantations au café ou aux autres denrées coloniales, on voit bien sûr un taux de la naissance inférieur. De l'autre côté, cette période de fertilité est différente, c'est vrai, mais c'est pas vraiment tellement, c'est pas une grande différence. Et à mon avis aussi, l'enregistrement des naissances aux Caraïbes est différent que cette chose dans l'Amérique du Nord. Pourquoi? Dans les grandes habitations aux Caraïbes, avec 50, 100, peut-être 200 des esclaves, il y a vraiment deux mondes. Le monde des esclaves et le monde des gérants, des directeurs, 4, 5 personnes, au plus, hein, c'est vraiment séparé. On se rencontre pendant le jour de travail, mais dans le soir, voilà. Ça veut dire les naissances qui sont prises dans les quartiers des esclaves sont bien notées au moment où la mère présente son bébé au gérant. Voilà. Mais si le bébé est mort dans les premières semaines après la naissance, à mon avis, ils ne sont pas notés. Dans le Nord, aux États-Unis, c'est autre chose. Les esclaves font partie plus ou moins du foyer. Hein. C'était 2, 3 esclaves, peut-être différents dans la Caroline avec la plantation de riz, bien sûr, mais dans le Nord, avec le tabac, il n'y a pas beaucoup de propriétaires avec plus de 10 esclaves. C'est déjà énorme. Ça veut dire que les esclaves sont vraiment très bien contrôlés. Et un autre argument qu'on peut ajouter, que les valeurs européennes pèsent plus lourdes sur les esclaves dans le nord de l'Amérique, parce que ce sont les valeurs européennes qui sont forcées sur les esclaves, quand aux Caraïbes, on le laisse. Hein, ce sont des éléments africains qu'on restitue. Qu'est-ce qu'on dit en français? Qui reconstituted. Qui se reconstitue. Reconstitué tout le temps, parce que
tous les jours, pas tous les jours, tous les mois, il y a des bateaux de l'Afrique qui viennent. Voilà, les voyageurs disent, les Caraïbes, c'était parti de l'Afrique. Hein. Et ça veut dire que la polygamie parmi les esclaves aux Caraïbes est plus notée que parmi les esclaves de l'Amérique du Nord. Et vous savez que dans les sociétés polygames, le taux de naissance est un peu plus inférieur que... Il n'y a pas vraiment des grandes solutions. Ce que je vous peux présenter, c'est les données des deux parties de l'Empire néerlandais à Caraïbes, ces colonies aux plantations vis-à-vis ces petites îles. Et j'ai maintenant Thésard qui travaille sur la démographie de ces petites îles. Ces petites îles, le Curaçao, Bonaire, ce ne sont pas des îles aux plantations. La moitié de la population est libre, moitié esclave, aussi avec des propriétaires, 1, 2, 3 esclaves, c'est déjà beaucoup. Le dernier bateau venant de l'Afrique, le dernier négrier venant de l'Afrique, est venu dans les années 70 du XVIIIe siècle. Après ça, la traite vers ces petites îles s'est arrêtée. À mon avis, on peut expliquer cette différence démographique surtout par les liens dangereux des Caraïbes avec l'Afrique, les pathogènes d'Afrique qui constamment arrivent aux Caraïbes, ensemble bien sûr avec les pathogènes venant de l'Europe, que dans l'Amérique du Nord, c'est seulement les liens avec l'Europe, mais une croissance plus autogène, sans des immigrations constantes qui expliquent ces croissances, à côté bien sûr que dans une zone tropicale, les maladies sont plus dangereuses en général que dans les zones modérées. Voilà, à mon avis, les données, à mon avis, il reste beaucoup à discuter. À mon avis, ce sera intéressant d'étudier aussi les îles espagnoles, parce que les îles espagnoles ne commencent à être des îles à plantation qu'à la fin du XVIIIe siècle. Qu'est-ce qui s'est passé avant? À mon avis, c'est passionnant. À mon avis, la croissance démographique de la population ex-européenne sur les îles espagnoles sont plus ou moins, même dans les tropiques, sont plus ou moins pareilles que dans la terra firma en Amérique du Sud. Mais vraiment, on a besoin de notre vie. Enfin, la dernière complexe des questions qui abolit l'esclavage. Enfin, la solution, la réponse était très simple au moment même, au XIXe siècle. Je me souviens d'avoir lu un historien, David Lecky, qui a écrit History of Morals, Histoire des mœurs, on dit en français, que l'abolition d'esclavage, c'est one of the few golden pages in the history of mankind. Quelque peu de pages d'or dans l'histoire. Voilà, c'est clair, c'est l'humanisme des abolitionnistes qui ont fait cette fait unique, l'abolition de la traite, l'abolition de l'esclavage. En Angleterre, aux États-Unis, on a oublié un petit peu qu'en France, vraiment, l'abolition, c'est le premier pays à fait une abolition pendant la Conversion, la Révolution française, mais c'était quelque chose de remarquable pour la culture anglaise d'avoir achevé cette abolition en comparaison avec les cultures africaines, asiatiques, où il y a... Hein, et vraiment, aussitôt que les Anglais, les Américains ont aboli, mais surtout les Anglais ont aboli leur esclavage dans leur colonie, ils ont commencé d'essayer d'abolir l'esclavage partout dans le monde. Hein, faire des pressions sur la France, l'Espagne, le Portugal, les Pays-Bas, et après ça, la Roi Nègre et en Asie. Voilà.
cette simple réponse n'a pas suffi aux historiens. Il y a un jeune historien venant de Trinidad qui s'appelle Eric Williams qui a écrit, c'est un livre fameux, et toujours, c'est traduit en français, en néerlandais, c'est toujours possible d'acheter, Capitalism and Slavery, Capitalisme et l'esclavage, qui a soutenu sa thèse dans les années 30 à Oxford. C'est remarquable pour un étudiant noir à l'époque, hein. Et ce livre est publié en 1944, malheureusement, un temps où il y a des gens qui ont des problèmes différents. Mais dans les années 60, les 60 marxistes, ce livre est remarqué par les historiens et il a donné une réponse différente. Il a dit non, ce n'est pas l'humanisme, bien sûr, il y a des saints, Wilberforce, Clarkson, tous les grands saints de ce mouvement, mais c'est l'économie. L'économie parce que vers la fin du XVIIIe siècle, l'Angleterre a commencé à s'industrialiser, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de cette complexe ancienne du commerce triangulaire. Ce sont les nouvelles industries avec des marchés différents. On n'a pas besoin de l'esclavage. Et voilà, c'est pourquoi les abolitionnistes on a la possibilité d'achever un succès. Hein? C'est le souterrain des changements dans l'économie de l'Angleterre qui peut expliquer ce changement, disons, dramatique. Voilà. Et, enfin, toute ma vie professionnelle, j'ai commencé à lutter cette explication. Ensemble avec beaucoup de collègues, on a vraiment étudié, on a calculé le profit peut-être de par exemple de la traite, et même pour l'Angleterre. Dans les années le plus fort de la traite, il y a des années avec plus de 100 000 des esclaves transportés par des négrés anglais vers le Nouveau Monde, mais même dans ces périodes, le profit de la traite en comparaison avec le produit national de l'Angleterre est vraiment très petit. Aussi, on peut demander, bien sûr, il y a une nouvelle industrie avec des marchés différents, mais pourquoi abolir l'esclavage et la traite s'il y a des autres possibilités? Voilà, les capitaux et les investisseurs en profitent et on n'a pas besoin d'abolir. Pourquoi abolir? Voilà, ce sont des questions, mais il y a un autre élément qui est ajouté, et c'est cet élément de résistance des révoltes des esclaves qui a commencé à devenir une explication aussi assez récente. Je cite un livre qui est sorti sur ce sujet-là en français, écrivé par Nelly Schmidt, et vous connaissez peut-être le titre, L'abolition de l'esclavage, 5 siècles de combat. Elle dit vaincre l'esclavage fut l'objectif des premiers concernés, les captifs d'Afrique déportés aux Caraïbes, Amérique entre la fin du XVe et la fin du XIXe siècle. Ce fut ensuite et aussi celui des abolitionnistes qui, en Occident, cherchèrent du XVIIe au XIXe siècle à convaincre les gouvernements européens de la nécessité de mettre un terme à la traite négrière et au système esclavagiste. Et un peu plus loin, Jacques Décret d'émancipation, qu'il s'agisse des domaines coloniaux français, anglais, espagnol, danois ou néerlandais, fut précédé d'un soulèvement d'esclaves plus ou moins long qui précipita la prise de décision. Enfin, pour le hollandais, c'est pas vrai, mais voilà cette explication. Qu'est-ce que les données
venant de la traite et de l'abolition néerlandaise peut apporter à décider quoi c'est la vraie raison de l'abolition de la traite et de l'esclavage. Encore, j'ai une remarque très générale, comme cette remarque avant, pourquoi il n'y a pas d'esclavage en Europe, à laquelle je ne peux pas répondre. C'est la même question que je pose, c'est seulement posé, c'est pour vous à réfléchir, mais à mon avis, l'idée d'une liberté individuelle, c'est quelque chose qui vient de l'Europe de l'Ouest. Dans les autres parties du monde, à mon avis, d'être sans lien, seul, sans protection, sans... Ça, c'est quelque chose à réfléchir. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de penser que cette idée de liberté individuelle en Europe, c'est quelque chose qui est attractif partout dans le monde. Mais c'est seulement une pensée provisionnelle, on le reste à côté et je commence avec les données que j'ai trouvées dans l'abolition de la traite et de l'esclavage aux Pays-Bas. Première observation qui me semble fondamentale, l'abolition de la traite aux Pays-Bas est très tard, 63, 19e siècle. Vous connaissez l'Angleterre, 33, la colonie danoise et française, 48, les Néerlandais, le dernier en effet de le faire en Europe, 63, les États-Unis parmi la guerre civile, 65, et plus tard encore Cuba, 86, et Brésil, 88. Qu'est-ce que cette date explique? Cette date explique, et c'est réfléchi dans les documents que j'ai trouvés sur l'abolition de l'esclavage dans le cas néerlandais, le prix des esclaves, quand ils sont vendus, monte, monte, monte. Si un propriétaire paie un prix très haut pour un esclave, ça veut dire qu'il a l'idée que ces esclaves peuvent lui fournir avec un profit. Ça veut dire l'idée que l'esclavage est pas plus profitable, à mon avis, c'est fausse. L'esclavage reste profitable jusqu'à la fin. Et parce qu'il y a une abolition si différente, avec des périodes différentes, on peut comparer le coût de produit de sucre dans les îles anglaises après l'abolition avec le coût de produit de sucre dans les îles françaises ou espagnoles ou néerlandais. Et on fait ces études comme ça et on a toujours trouvé que le sucre produit par les esclaves, c'est plus bon marché que le sucre produit par le travail libre. Voilà, les révoltes, les rébellions, le marronnage, toutes ces choses qu'on parle beaucoup parmi les propriétaires, parmi les abolitionnistes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pensez à la Saint-Domingue, une colonie prise par les esclaves, le premier colonie qui est devenue une république noire en 1804. Pensez à la résistance de tous les jours. Pensez à les révoltes, même dans les colonies néerlandaises. Il y a dans un petit colonie voisin de Suriname, le Berbice, on a eu une révolte en 63 où vraiment il n'y a pas un blanc resté dans cette colonie. Ils sont dans un bateau sur le littoral. Toute la colonie était prise par des esclaves. Est-ce que cette révolte et cette résistance, Adam Smith, le premier économiste dans le monde, a écrit sur ça, l'esclavage ne peut pas apporter des profits parce qu'on a besoin de mettre derrière chaque esclave afin de lui faire travailler.
En effet, quand on regarde les profits, le taux de profit des plantations, on peut dire oui, les rébellions étaient dangereux pour le profit. Dans les colonies néerlandaises, ce n'est pas surtout les rébellions, mais surtout le marronnage. Il y a 10% des esclaves au moitié du XVIIIe siècle qui sont échappés, qui habitent dans l'intérieur de colonies et qui fait des attaques sur les plantages, etc. C'est dangereux pour le profit, mais je peux dire que le système est si profitable que cet dommage peut être assumé par les profits. Bien sûr, sans les révoltes, sans les rébellions, l'esclavage était encore plus profitable, mais il reste profitable malgré, et de vous dire franchement, dans le marché du travail libre, il y a aussi des contestations, il y a aussi des grèves, il y a aussi au XVIIIe, au XVIIe, voilà. La même chose pour la traite. 1 sur 5 des bateaux, il y a un petit révolte dans la traite néerlandaise, et vous connaissez peut-être ces sites remarquables sur Internet, Slave Voyages, où toutes les données de toutes les nations qui ont participé dans la traite sont assemblées, qui sont analysées, et voilà, 1 sur 5 dans ce bateau, il y a un petit révolte. C'est vrai. De temps en temps, les esclaves ont eu du succès, surtout quand le bateau est toujours sur la côte d'Afrique ou quand le bateau est à l'autre côté de l'océan, pas dans le croisière, hein, de traversée. Mais on a accepté ça et la traite restait profitable jusqu'au bout. Est-ce que c'est vrai qu'on a besoin de beaucoup de soldats, de policiers pour assurer la paix dans des colonies aux esclaves? Que j'ai fait, j'ai ajouté le numéro des policiers et le numéro des militaires et j'ai divisé par 1000 en comparaison avec le pays mère, le néerlandais. Je vous assure que le numéro des militaires, des policiers aux Pays-Bas, en Europe, par 1000 est plus haut que dans les colonies aux esclaves. Voilà, la conclusion, c'est que, à mon avis, l'abolition de la traite, l'abolition de l'esclavage, c'est pas expliqué par l'économie. L'esclavage et la traite restent profitables jusqu'au bout. À mon avis, ce n'est pas expliqué par les révoltes, etc. Ces révoltes sont incorporées dans le système et avec la seule exception de Saint-Domingue, toutes les révoltes sont supprimées, Et ça veut dire, il me reste une autre explication, et c'est l'explication du commencement du XIXe siècle. On a, de manière ou d'autre, on est arrivé à la fin du XVIIIe siècle à une autre idée de l'humanité. Ça ne veut pas dire que les Asiatiques et les Africains sont au même niveau que les Blancs, ça c'est quelque chose pour une période plus tard, mais on a changé d'opinion que de vendre, d'acheter des humains, même s'ils sont noirs ou jaunes, ça ne marche plus. Et ça, à mon avis, a expliqué ce changement à la fin du XVIIIe, commencement du XIXe siècle, surtout en Angleterre, surtout en Amérique du Nord. Et cette conviction est arrivée plus tard en France et surtout plus tard aux Pays-Bas, en Espagne et à Portugal. J'ai calculé le numéro des adhérents à la Société pour l'abolition de l'esclavage aux Pays-Bas. C'était
environ 300 personnes, la moitié pasteurs protestantes, l'autre moitié professeurs des universités. Voilà, c'est très très limité. Voilà mes conclusions. L'introduction de l'esclavage au Nouveau Monde, c'est le résultat d'un choix de n'avoir pas de l'esclavage en Europe. Si vous me demandez pourquoi expliquer, c'est difficile. J'ai quelques idées, mais c'est difficile. Deuxième observation sur la démographie, je pense qu'on veut absolument avancer les recherches sur les liens entre les pathogènes africains, européens vers la Caraïbe, en comparaison avec des lieux aussi dans les tropiques qui sont moins connectés avec l'Afrique et l'Europe, par exemple les îles espagnoles. Et mon dernière observation, c'est l'abolition, ce n'est pas le résultat de l'économie, des changements de l'économie ou de l'opposition des esclaves contre le système. À mon avis, l'abolition est le résultat d'un changement de vue générale sur l'humanité. Merci. Et mes excuses encore pour ma mauvaise française.